suis ravie de te rencontrer aujourd'hui. Pareillement. Alexandre Cormon, c'est un love coach. Donc, je fais du coaching en amour. Depuis 2007, j'ai la chance de diriger 2 cabinets de coaching, un à Paris, un à Miami. Donc je me suis installé aux USA il y a 2 ans et demi désormais. Et le coaching en amour, ça s'adresse à tout le monde. Ça peut être les célibataires, les personnes qui sont en couple. Il y a aussi du coaching forcément en développement personnel, sur la confiance en soi, la réalisation un petit peu de ses envies, de ses rêves. Donc voilà, ça va toucher à plusieurs domaines, mais quand même autour des célibataires qui veulent trouver l'amour en général. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir? Avant de faire ce métier de coach en amour, j'ai baigné dans un environnement grâce au basketball. C'était toute ma passion et dès l'âge de 11-12 ans, j'avais un préparateur mental qui me faisait des exercices d'hypnose, de PNL. Donc j'étais quand même dans un monde un peu privilégié. Et quand je suis arrivé à l'université, je me suis retrouvé avec des personnes qui manquaient de confiance, qui n'étaient pas épanouies, qui se posaient beaucoup de questions sur le fait de socialiser. Et donc j'ai écrit sur ce que j'ai appelé la séduction, c'était plutôt avoir une vie inspirante. Et là, des hommes sont venus me demander des conseils. Donc j'ai commencé à devenir coach en séduction pour des hommes, pour les aider à travailler sur leur confiance et leur charisme. Et j'ai bifurqué, et ça a été le meilleur virage que j'ai pu réaliser en tant qu'entrepreneur. J'ai bifurqué pour donner des conseils aux femmes. Donc j'ai été le premier homme à donner des conseils aux femmes. Oui, c'est vrai. Et du coup, c'est ça qui m'a permis de devenir coach. Mais en fait, je ne me suis pas dit je vais devenir love coach. Je me suis dit je vais écrire, je vais diffuser ce que j'ai appris grâce à la préparation mentale, grâce au sport, pour que les gens aient confiance en eux. Et ça a bifurqué naturellement vers la séduction, et puis après vers la vie de couple, et puis après vers la rupture sentimentale. Et puis depuis 11 ans, désormais, je fais que ça, quoi. Comment ça se passe en fait, les séances de coaching? Disons que la problématique, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que quand on veut trouver l'amour, ça va être un travail qui va être un peu plus long. Quand on veut sauver son couple, généralement, il faut que 1 à 2 séances pour pouvoir réaliser un bon travail en profondeur. Donc je dirais qu'en temps normal, si on veut faire du love coaching, il faut compter 3 séances, grosso modo, avec du suivi par email entre les séances pour voir quel est l'impact des actions qu'on a menées. Donc je dirais qu'en 3 séances, on peut vraiment changer radicalement sa vie sentimentale. Comprendre ce qui s'est passé, les schémas dans lesquels on est. Quand on arrive à enrayer le schéma dans lequel on est, donc le mauvais modèle entre guillemets, derrière tout déroule et puis on peut vraiment prendre sa vie en main. C'est monsieur, madame, tout le monde qui peut se permettre un love coach ou c'est vraiment une certaine catégorie de personnes? Alors en fait, je dirais que c'est monsieur et madame tout le monde parce qu'on a vraiment des profils qui sont différents. Ça va de 16 ans avec une autorisation parentale jusqu'à quelqu'un qui avait plus de 83 ans, qui était veuf et qui voulait se retrouver dans une situation de remise en couple entre guillemets. Donc tout le monde peut faire appel à un love coach. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité, ça va être des femmes entre 30 et 40 ans qui ont tout réussi dans leur vie. Vraiment. Leur boulot, leur carrière, les relations sociales. Il leur manque juste, je pense, la compréhension de l'homme et établir une relation stable. Donc ça, c'est mon profil un peu plus, on va dire, spécialisé. Mais je crois que tout le monde, moi le premier, on a tous besoin d'un coach, quelqu'un qui est un peu externe et qui va nous donner des conseils. Donc voilà un petit peu pour la typologie de clients. D'accord. J'ai une question qui a été posée par un des abonnés qui se reconnaîtra. C'est est-ce que le manipulateur pervers narcissique, c'est qu'il en est un? Alors, c'est une question qui est un petit peu… je ne pense pas qu'on puisse répondre de manière binaire oui ou non en fait. Chaque cas est vraiment relativement différent. Maintenant, ce que je peux vous apporter comme réponse, c'est que dans la majorité des cas, le MPN, donc le vrai manipulateur pervers narcissique, il est conscient. Il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien là où appuyer, c'est-à-dire sur les peurs en fait. Et donc du coup, j'aurais tendance à dire oui. Maintenant, il y a d'autres personnes que j'ai coachées qui m'ont dit « Alex, je suis venu vers toi parce que je me suis aperçu que j'avais un comportement de manipulation dans ma relation, contre mon gré en fait. Par une éducation qui a été reçue par 2 parents qui n'étaient pas forcément les meilleurs parents du monde, par le fait qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il a pris sa compagne ou qu'elle a pris son homme pour acquis. Et du coup, on a des attitudes qui sont un petit peu… on appuie là où ça fait mal. Ça fait mal, oui. Mais là, c'est inconscient pour le coup. Donc, il y a 2 situations. Je dirais qu'en général, quand c'est un vrai manipulateur pervers narcissique, on parle quand même d'un cas vraiment spécifique. Je sais que c'est un terme qui est aujourd'hui très commun dans notre société, mais pour avoir fait des recherches, tout le monde n'est pas manipulateur. Plein de personnes sont toxiques, c'est vrai, mais le MPN, qui est un peu le summum de la manipulation, lui, il est très conscient et il sait appuyer là où ça fait mal et il sait utiliser justement la vulnérabilité d'une autre personne. Et il y a d'autres personnes qui sont toxiques malgré elles dans une relation, qui essayent de changer, donc là, c'est de l'inconscient pour le coup. Et comment savoir qu'on a affaire à un manipulateur pervers narcissique? En fait, il y a plein de signaux qui peuvent nous alerter, entre guillemets. Le premier point, je dirais que c'est le point généralisé, c'est ce qu'on appelle la culpabilisation. C'est toujours la faute de l'autre, c'est jamais la faute du pervers narcissique. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que en fait, cette personne-là va essayer de vous isoler. Son but, c'est que vous arriviez à lui appartenir d'une certaine manière.
Et ça, je pense que c'est un point qui vient dans toutes les histoires en fait. Donc, si vous êtes toujours dévalorisé, si on essaie de vous isoler de vos amis, de votre famille, si en société, voilà, je pourrais être avec Pascaline en disant « Ah là là, qu'est-ce que t'es belle, etc. » parce qu'il y a du monde. Et dès qu'on va se retrouver dans l'intimité, je vais dire « Mais qu'est-ce que t'es moche, mais ça ne t'a pas ce rouge à lèvres. » Et en fait, c'est cette double face qui crée la manipulation perverse narcissique en général. D'accord. Et quelle serait la meilleure façon de s'en défaire? Il n'y en a qu'une seule, les amis. Faut se barrer. Faut se barrer, les amis. Il n'y a pas d'explication. Comment savoir qu'un homme nous aime vraiment? Je dirais, si un homme vous aime, c'est très simple. Les mots et les actes. Pareil. Alors, parce que c'est une question qui revient plus du côté féminin, effectivement. Mais en gros, quand on a des mots et des actes qui se coordonnent, ça veut dire qu'on est vraiment sur une bonne dynamique. En règle générale, si vous vous posez la question, c'est parce qu'il y en a un des deux qui ne coordonne pas. Si par les actes, il montre qu'il est vraiment présent, je vous dirais, je pense qu'il vous aime et que c'est simplement qu'il a du mal à l'exprimer. Si par contre, on a des belles paroles et peu d'actes, il faut fuir. Est-ce qu'il est possible de refaire confiance à un homme ou à une femme une fois qu'on a été trahi dans le couple? Alors moi, je suis partisan du fait de dire que l'infidélité, elle apparaît pour une raison principale. Soit on n'a pas été heureux dans la relation. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le couple. La routine, la dépendance, le manque de plaisir, le manque de sexualité, etc. qui amène à une infidélité. Je me dis oui, on peut le résoudre. Oui, on peut trouver des solutions à deux. On peut relancer une relation, on peut réouvrir une nouvelle page. Si l'infidélité, elle vient d'une infidélité chronique, c'est-à-dire qu'un homme ou une femme ne peut plus s'empêcher d'être infidèle, aime plaire aux autres, etc., auquel cas, la confiance, on ne l'aura pas. La confiance, elle ne reviendra pas parce qu'on sait pourquoi. On sait que c'est juste quelque chose qui est réel et qui sera là pour toujours d'une certaine manière. Donc, il y a ces deux cas. Si on s'est rendu compte qu'il y avait une raison à l'infidélité, je dirais oui. S'il n'y a pas de raison à l'infidélité, que c'est quelque chose qui est chronique, qui est un instinct animal, on va dire entre guillemets, alors auquel cas, je pense que la confiance, elle ne reviendra jamais parce que l'autre n'a pas forcément conscience ou envie de changer aussi. Est-ce que c'est un sentiment normal d'avoir envie de tromper en retour? Et est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait aider aussi d'aller voir ailleurs pour se venger? Alors, je pense que c'est normal, c'est un comportement humain de ressentir de l'envie de se venger, de la tristesse, de l'amertume. Disons que dans la dynamique actuelle, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas une solution. Je ne crois pas à la vengeance de la vengeance pour faire un électrochoc. Je crois plutôt à au réel travail sur soi, quoi. Je pense que quand on prend une vraie indépendance, que l'autre sent qu'il ou elle va nous perdre, ça a beaucoup plus de poids qu'à d'aller coucher pour se venger. Parce que le mal-être profond, qui va être peut-être le manque d'indépendance ou le fait que l'autre nous prenne pour acquis, il sera toujours là. Donc on va jouer un rôle, on va mettre un pansement sur une fracture, ça n'a pas de sens à mes yeux. Il y a une expression qui dit « femme attire la femme et l'homme attire l'homme ». Vous saviez, vous la connaissez ou pas? Alors celle-ci, ça dépend, non, j'avais pas entendu celle-ci. Non, qu'en fait, en général, certains couples avaient des problèmes parce qu'il y a la routine qui s'installe et on a l'homme qui prend la femme pour acquise parce qu'il se dit de toute façon, il n'y a aucun homme qui s'intéresse, elle est là, elle est ma chose, elle est sur place. Et que le fait de vouloir attirer l'attention sur soi, parfois la femme peut même inventer une histoire, question d'attirer l'attention. Donner l'impression qu'il la courtise, que ça c'est un électrochoc qui peut attirer son homme de nouveau vers elle. Alors en fait, je pense que c'est sûr que ça va jouer, ça va créer une réaction. Je comprends parfaitement et ça va créer une réaction, c'est sûr. Parce que l'homme qui était dans sa zone de confort, ou la femme, va se dire « Ah, mais là je suis en train de perdre le contrôle, donc il faut que je revienne et il faut que je m'investisse. » Ça c'est un fait. Mais pour moi, ça c'est une solution un peu placebo d'une certaine manière. Parce que le réel point qui est le travail sur soi-même à l'intérieur, sur sa confiance, sur sa féminité, sur sa masculinité, sur son look, sur son travail, sur son énergie au quotidien, c'est quelque chose qui mérite un réel travail profond. On peut utiliser des solutions de jalousie, de petits jeux, mais sur la durée, ça ne fonctionne jamais bien. Comment on fait pour créer la conversation quand l'autre en face, il n'a pas du tout envie Je crois que notre problématique, c'est qu'on veut souvent aller très vite. Et beaucoup de femmes que je coach me disent « Mais Alex, tu te rends compte, il ne veut jamais communiquer. Mais Alex, moi j'ai envie de parler, j'ai envie de trouver des solutions et lui, il ne le fait pas. » Et ben, vous savez quoi, mesdames? Prenez de la distance. Ne faites plus rien. Vous allez voir que c'est lui qui va venir à vous. On est vraiment liés dans une relation. Si vous faites tous les premiers pas, ben lui, il ne va jamais bouger, il n'en a rien à faire. Et en plus, il s'est habitué à ce que vous fassiez les premiers pas. Donc, à ce que vous vouliez communiquer. Si demain, vous arrêtez de communiquer, vous faites votre vie, il n'existe pas, c'est un colloque,
Mais je ne lui laisse pas 3 semaines qu'il est là en train de vous dire mais ça va, t'es sûr? Parce qu'on sait en tant qu'homme, mais même en tant que femme, on sait que quand notre partenaire ne nous donne plus d'attention, c'est là où ça commence à chauffer pour nos oreilles. C'est là où ça commence vraiment. C'est là où ça commence vraiment. Donc en fait, en réalité, on veut communiquer, on veut parler. C'est une grave erreur. Juste prenez de la distance et laissez l'autre venir à vous. Ça marche, c'est vrai, sauf que c'est contre-intuitif. C'est pas comme ça qu'on pense et qu'on raisonne. Sauf que ça marche vraiment. On a envie de le résoudre. Surtout vous, mesdames, vous avez envie de parler maintenant, tout de suite, quand vous l'avez décidé en plus. C'est ça qui est frustrant pour nous, les hommes. Et en général, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est jamais le bon moment. Et on ne trouve pas les solutions parce qu'on est dans des émotions qui sont un petit peu dures, négatives très souvent. Prenez de la distance, laissez l'homme venir à vous. Ça va se tasser au fur et à mesure. Donc les émotions négatives, elles vont redescendre. La communication va être positive. Plus on va essayer de forcer les choses, plus l'homme va se sentir étouffé. Et en plus, il va vous prendre pour acquise parce que vous faites tous les efforts et qu'il n'a pas besoin de bouger. Donc je pense que ce n'est pas le bon raisonnement. Écoutez, oui, c'est humain de toujours revenir retâter le terrain. D'accord. Mais comment ne pas se faire avoir? En posant la question, pourquoi tu veux revenir? Mais on peut. Mais c'est trop facile, Alex. Moi, je peux te raconter ce que je veux et après, dans les C'est là où ça vient. C'est là où ça vient. On n'a pas ça dans les faits. Tu viens me voir, hein, tu me dis, voilà, j'aimerais qu'on se remette ensemble, mais toi, tu peux tout faire, sortir le grand jeu, être là à mes pieds pendant des semaines. Et une fois que je suis dans ton petit cercle, après, tu t'es dit, bon, finalement… C'est fait, j'ai réussi. Voilà. En fait, il y a une grosse différence entre venir, t'harceler de texto, te dire je t'aime, t'es la femme de ma vie, je m'en suis pas rendu compte. Ça n'a aucune valeur. Si je suis capable de venir te dire, écoute, voilà pourquoi je veux te récupérer, c'est parce que j'ai fait telle action, ça a eu tel impact chez moi, c'est que j'ai réfléchi à la situation. Et on pourrait penser que, en fait, ce qui va se passer, c'est que généralement les hommes ou les femmes vont utiliser des grands mots, vont faire plein d'actions, mais il n'y a pas le voilà ce que j'ai fait et quel impact ça a eu sur moi. C'est juste ces 2 points-là. Et on n'y réfléchit pas en tant qu'être humain parce que pour lui, c'est un jeu de revenir. Il n'a pas vraiment changé. D'accord? Donc si je viens et que je t'appelle tous les jours, ça n'a aucune valeur. Si je viens et que je te dis voilà ce que j'ai fait, par exemple j'ai lu tel bouquin, j'ai lu les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, j'ai compris qu'en fait je t'ai mal aimé. Et du coup ça m'a fait réfléchir et je me suis dit que j'avais envie de te recommuniquer avec toi. Il y a une cause, il y a eu un élément concret. Si je te dis juste je me suis réveillé, j'ai vu que tu me manquais, ça vaut pas une cacahuète. C'est léger, voilà, c'est ça. En fait, si je comprends très bien, c'est qu'il ne faut pas se fier à ce que la personne dit, mais c'est du pourquoi. Ça dit pourquoi tu reviens et comment on avance. Normalement, on ne donne pas une deuxième chance. Mais on donne une deuxième chance uniquement si on a… des preuves. Des preuves, voilà. Exactement. On a des preuves et qu'on a un but en fait finalement. Exactement. On a un but très clair, ce n'est plus juste on s'aime, c'est comment on avance ensemble. Exactement. Voilà. D'une manière générale, 99% du temps, il n'y a pas ni le pourquoi ni le comment. Pourquoi j'ai agi comme ça et comment on évolue ensemble. Donc en fait, c'est juste dans 99% des cas le côté je me suis rendu compte que je t'aimais. C'est trop facile. Avec enfant ou sans enfant, ne revenez pas dans une situation parce que ça va, quoi qu'il arrive, refaire souffrir les enfants, refaire souffrir la personne concernée, ça n'a pas de sens. Il faut un pourquoi et un comment, quelle que soit la situation.